Aujourd'hui, nous allons découvrir deux affaires criminelles qui nous montrent à quel point l'humain est sans limite. Dans la première affaire, on se plongera dans l'histoire d'Annie Lee, une pauvre femme au destin brisé. Elle avait des rêves plein la tête, des projets de vie, mais quelque chose de très sombre va se produire. Et dans la seconde affaire, je n'ai même pas les mots pour vous décrire ma tristesse. Des actes inhumains vont se produire sur des innocents qui n'ont rien demandé. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Comme vous l'avez vu en intro, ce qui vous attend dans cette vidéo n'est pas tout repos. Accrochez-vous car l'horreur des histoires fait froid dans le dos. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux arrivants et quant à nous, on se plonge dans le vif du sujet. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Notre affaire prend place aux États-Unis, dans la partie nord-est du pays. C'est à New Haven, une petite ville portuaire de l'État du Connecticut, vers laquelle nous allons nous diriger. Faisons connaissance avec Annie Lee, la protagoniste du jour. Annie Marie Tully, de son nom complet, est née le 3 juillet 1985 à San José, en Californie. Sa famille est originaire du Vietnam. C'est une petite fille solaire, souriante, qui ne change pas en grandissant. Annie aurait grandi quelque temps auprès de son oncle et de sa tante, et on ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs. Annie est brillante à l'école et fait partie des meilleurs élèves entre le collège et le lycée. Elle est majeure de promotion à l'Union Mine High School d'Eldorado. Ses camarades de classe pensent qu'elle sera probablement la prochaine Einstein. Pendant que certains sont comparés à Einstein, moi je suis comparé à un ours. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Vivons gros, vivons heureux. De toute façon, la bouffe, c'est la vie, et un ours, ça mange bien. J'accepte, ça me va. Bref, Annie est une personne intelligente et pleine de vie. La jeune fille est estimée par son entourage. Elle est décrite comme drôle, énergique et compatissante. Ses excellents résultats lui permettent d'obtenir une importante bourse d'études. On parle là d'une somme d'environ 160 000 $. Avec ça, elle souhaite étudier à l'université de Rochester à New York. C'était une très belle opportunité pour elle et elle voulait se lancer. Les études universitaires coûtent extrêmement cher aux États-Unis, donc c'était sa chance. Avec son cursus exemplaire, c'était entièrement mérité. La jeune femme a des aptitudes dans le domaine scientifique, vers lequel elle se tourne afin d'effectuer ses études supérieures. Elle choisit notamment la biologie du développement cellulaire en matière principale, et aussi l'anthropologie médicale en matière annexe. Annie a une soif d'apprendre et elle voulait toujours se surpasser. Elle obtiendra son diplôme après plusieurs années d'études. Annie est impliquée dans ce qu'elle fait et ça se ressent. L'étudiante de 24 ans envisage déjà la suite de son parcours scolaire. Elle souhaite désormais obtenir un doctorat et postule pour un programme à l'université de Yale en 2007. Annie est acceptée rapidement et se dirige vers New Haven. Là-bas, elle intégrera sa nouvelle école. Elle étudie désormais la pharmacologie. La pharmacologie est, si je peux dire de cette manière, l'étude de l'action d'un médicament dans le traitement de maladies. Les pharmacologues peuvent ainsi développer et tester les médicaments dans le but de les rendre disponibles par la suite. Grâce à ce domaine de médecine, les chercheurs peuvent définir les bénéfices et risques pour les futurs patients qui utiliseront certains médicaments. La jeune femme n'oublie pas les autres aspects de sa vie pour autant. Elle a une vie sociale et sort de temps en temps avec des amis. Annie trouve l'amour auprès d'un étudiant, diplômé en physique appliquée et en mathématiques de l'université de Columbia. Le jeune homme s'appelle Jonathan Widowski. Les deux jeunes gens se sont rencontrés quand Annie était en études à l'université de Rochester. Quand on les regarde, on sent que ces deux êtres se sont bien trouvés. Ils étaient fous amoureux. Ils ont tous les deux un parcours brillant dans leur domaine d'études, donc ça pouvait que matcher. Enfin bon, ça se passait très bien entre eux et ça se sentait. Annie vit en colocation dans une maison pas très éloignée du campus de Yale. Elle a d'autres centres d'intérêt, en l'occurrence l'écriture. L'étudiante rédige un article pour le magazine B de l'université intitulé Crime and Safety in New Haven, que l'on peut traduire par criminalité et sécurité à New Haven. Voici tout ce que l'on sait sur Annie. Mais comme vous vous en doutez, il va se passer quelque chose de très sombre malheureusement. Annie Lee va disparaître d'une façon très mystérieuse le 8 septembre 2009. C'est le soir que son absence inquiète une des 5 colocataires.
L'étudiante a une vie réglée, et j'imagine qu'elle avait une routine suffisamment connue pour que les personnes avec qui elle vivait s'inquiètent. La jeune femme ne répond à aucun message de son ami, ce qui n'est pas habituel. La police est avisée rapidement de cette troublante situation. Les autorités semblent réceptives à ce signalement et ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. La police de New Haven est assistée de la police d'État du Connecticut. Les premières investigations se tournent vers l'entourage de la disparue, et plus précisément envers Jonathan Widowski qui est suspecté. Mais l'homme a un alibi. Il n'avait aucune raison de vouloir la disparition de sa femme. Il n'y avait pas d'animosité dans le couple qui était sur le point de se marier. Les membres de sa famille sont désemparés et espèrent de tout cœur son retour. L'hypothèse de la fuite d'Annie a été envisagée, également à l'approche de la date du mariage. Si la famille d'Annie n'est en aucun cas impliquée, il faut désormais se tourner vers son environnement scolaire. Annie étant étudiante, elle passait énormément de temps à l'université, et en particulier dans les laboratoires, afin d'effectuer des recherches. Les caméras de surveillance de la zone où Annie a l'habitude de circuler sont récupérées par les enquêteurs. Le bâtiment est sécurisé et dispose d'un dispositif de 70 caméras. On repère la jeune femme entrer sur le campus de l'université vers 10 h, le matin du 8 septembre. Elle dispose d'un bureau dans le Sterling Hall, dans lequel elle laisse ses affaires avant d'aller dans le laboratoire habituel situé au 10 Amistad Street. On voit Annie qui rentre dans le bâtiment, mais qui ne sort pas dans les heures qui suivent. La jeune femme effectuait des recherches dans une partie sécurisée du bâtiment. L'entrée nécessitait la présentation d'une carte d'identité de l'université de Yale. Les efforts se concentrent alors sur des personnes pouvant avoir accès librement au campus de l'université. Toutes les personnes ayant pu prendre contact avec l'étudiante sont approchées. Les employés du campus, les élèves, ainsi que les professeurs. Aucun profil ne sera laissé de côté. Chaque témoignage a son importance. Un jeune homme retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Raymond Clark, un technicien de laboratoire de 24 ans, a échoué lors de son interrogatoire sous détecteur de mensonges. On peut également ici l'appeler le test du polygraphe. L'utilisation de ce procédé est répandue aux États-Unis, bien que ça ne constitue pas forcément une preuve pour un procès suivant les États. La personne interrogée a plusieurs capteurs sur elle, un sur la poitrine et l'autre sur la partie basse de l'abdomen. Un agent de police lui pose des questions et il doit répondre par oui ou par non. Et bien pour Raymond Clark, il va complètement foirer le test. Le détecteur va signaler qu'il a menti la plupart du temps. Par la suite, une étudiante du nom de Rachel Roth s'est présentée à la police du campus. Elle a trouvé une boîte de lingettes avec des taches de sang dessus. Celle-ci se trouvait sur le meuble d'une pièce, où Annie s'était connectée avec sa carte d'identité universitaire. L'étudiante a également relevé que Raymond Clark avait disposé la boîte de manière à ce que les traces de sang ne soient pas visibles. Comme il a remarqué la présence de Rachel dans le laboratoire, il s'est empressé de faire la conversation. Rachel Roth n'était pas la seule à avoir remarqué un comportement suspect chez Raymond Clark. Un autre agent de l'université, Jay Jones, a vu l'homme faire le ménage sous un évier, à l'aide de produits de nettoyage et de la laine d'acier. Le sol de cette partie du bâtiment n'était pas aussi propre habituellement. Le 10 septembre, le FBI va établir une liste de preuves. Ils vont y rajouter une boîte de lingettes ensanglantée et aussi une blouse de laboratoire également tachée de sang. Cette dernière a été retrouvée dans une poubelle. Les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait du sang d'Annie, après avoir récupéré des affaires chez elle. Raymond Clark est de nouveau approché par les enquêteurs. Il était seul dans le laboratoire de recherche avec Annie. C'est ce que va dire la police selon les éléments découverts. Raymond témoigne avoir vu la jeune femme quitter les lieux avec 2 sacs de nourriture pour souris ainsi qu'un cahier 15 minutes avant lui. Le dispositif de sécurité du bâtiment a pu démontrer que Raymond Clark a fait plus d'une 50aine de fois l'aller-retour entre 2 pièces du laboratoire, entre 10h40 et 15h45 le jour des faits. L'homme avait visiblement tenté de nettoyer la scène de crime afin d'effacer sa trace. Des traces de griffures ont été identifiées sur le corps de l'accusé, comme s'il avait fait l'objet d'une bagarre les jours précédents. Les vidéosurveillances visionnées par les enquêteurs ont démontré que Clark s'était changé entre son arrivée et son départ du bâtiment. La décharge de Hartford, où les ordures de Yale sont incinérées, a également été fouillée. Les autorités ne négligent aucune piste dans cette affaire. Pour eux, il était possible que les vêtements d'Annie ont été jetés. Le 12 septembre, la police décide de boucler le bâtiment où Annie a été repérée la dernière fois afin de poursuivre les recherches à l'intérieur.
Des affaires de l'étudiante sont retrouvées dans son bureau, son portefeuille ainsi que son portable. Des vêtements ensanglantés sont découverts au-dessus d'une dalle du plafond. Cette découverte rend la situation beaucoup plus inquiétante. Un gant en caoutchouc taché de sang, une chaussette, une paire de bottes de travail avec l'étiquette Reishi, ainsi qu'une chemise semblable à celle que Raymond Clark portait sur la vidéosurveillance avant de changer de tenue. Le 13 septembre, une odeur particulière attire l'attention des enquêteurs présents sur les lieux. Certains d'entre eux pensent qu'elle ressemble à celle d'un corps en état de décomposition. Des chiens pisteurs de cadavres ont dû intervenir afin de retracer l'odeur. C'est sur les coups de 17 heures que le corps de l'étudiante est enfin retrouvé. Le cadavre a été dissimulé dans un mur du laboratoire, dans la pièce où on place les animaux de laboratoire, et il se trouve dans un état lamentable. Le meurtrier a écrasé la victime dans sa cachette, brisant son corps avant de la couvrir avec de l'isolant. J'ai même pu lire que son corps était réduit en bouillie. Mesquin. Imaginez juste les proches qui ont appris tout ça. Ça devait être terrible. Une chaussette similaire à l'autre trouvée dans le plafond fait partie des éléments cachés dans le mur. La date de découverte du corps n'est pas anodine. Elle était normalement la date pour le mariage entre Annie et Jonathan. Cela faisait 5 jours que la jeune femme était portée disparue. Le choc est immense pour la famille de la victime. Elle va devoir organiser des funérailles pour la jeune femme, elle qui avait hâte de célébrer son mariage. Malheureusement, elle ne pourra jamais vivre ce moment magnifique. Elle avait sûrement de nombreux rêves, de nombreux projets, mais son destin sera brisé. L'examen médico-légal confirme l'identité de la victime. Il s'agit bien d'Annie Lee. Le rapport renseigne que la mort est due à une asphyxie traumatique par compression cervicale. Annie est décédée suite à un étranglement. Elle a eu la mâchoire et une clavicule cassée et d'autres blessures alors qu'elle était encore en vie. La victime a été en partie déshabillée. Le soutien-gorge avait été relevé au-dessus de sa poitrine et sa culotte baissée au niveau de ses chevilles. Du sperme a été retrouvé sur plusieurs parties du corps d'Annie. Tout ce que je vous raconte est juste abominable. Elle s'est fait violer alors qu'elle se rendait sur son lieu de recherche. Ici, on imagine que la jeune femme a tenté de s'enfuir et son agresseur l'en a empêché en l'étranglant à mort. Elle a été jetée tel un sac d'ordures dans un coin où elle ne serait pas tout de suite retrouvée. L'ADN retrouvé sur le corps d'Annie incrimine Raymond Clark. C'est cet individu qui a commis toutes ces choses horribles. L'homme avait été mis en détention la veille afin de réaliser un prélèvement ADN. Les enquêteurs l'avaient gardé dans leur collimateur suite au test du polygraphe. Un mandat avait été émis dans ce sens, donc il ne pouvait pas refuser la requête. Son appartement avait d'ailleurs été perquisitionné et de l'ADN a également été recueilli sur place. Il a été libéré suite au prélèvement. Ensuite, l'homme sera arrêté le 17 septembre. La personnalité du technicien de laboratoire est décortiquée. Il s'avère que le suspect était sévère envers les étudiants de l'université, qui laissaient le laboratoire en mauvais état. Il devait toujours repasser derrière eux afin de faire le ménage, chose qu'il ne supportait pas. Une source anonyme avait révélé à propos de Raymond Clark qu'il avait émis une plainte par email à Annie. L'étudiante n'avait pas rangé ni nettoyé derrière elle après avoir travaillé au laboratoire. Il s'était retrouvé à nettoyer des cages à souris après son passage. Ne me dites pas que c'est pour cette raison qu'il va péter un câble et commettre un meurtre. C'est totalement absurde. Cet homme n'était pas du tout net. Et désolé de dire ça, mais j'ai l'impression qu'à des moments, il mentait. Sérieusement, ça pouvait pas être la raison du meurtre. La pauvre Annie avait un professeur meurtrier, vous vous rendez compte? À aucun moment elle aurait pu s'en douter, sérieusement. Parce que tu ne vas pas ranger ton poste de travail, lui, il va te violer puis te tuer. C'est n'importe quoi. Ici, malheureusement, la pauvre Annie, mesquina, était tombée sur un monstre. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu en Californie, l'état d'origine d'Annie Lee, ainsi que dans l'état de New York. Les funérailles de la jeune femme ont été diffusées en direct sur Internet. L'université de Yale a également rendu hommage à l'étudiante disparue. Un professeur historien de la guerre froide, John Lewis Gaddis, a qualifié le 14 septembre de jour le plus triste pour ouvrir la classe. Depuis le lendemain des attaques de septembre 2001, Raymond Clark est détenu à l'établissement correctionnel McDougall-Walker, une prison à sécurité maximale du Connecticut. Une caution de 3 millions de dollars est fixée afin qu'il puisse bénéficier d'une libération en vue d'un procès à venir. Le 26 janvier 2010, lors de son audience, l'accusé plaide non coupable.
Après avoir passé un accord avec la justice, il plaide finalement coupable de meurtre en mars 2011. Il sera condamné à une peine de prison de 44 ans. Ici, je vais être un peu méchant, mais vous pouvez le garder jusqu'à ce qu'il s'en aille. Gardez-le à vie. Parce qu'une merde pareille, on n'en veut pas en société. Je vous rappelle qu'il l'a violée et tuée sauvagement. Donc il mérite bien la perpétuité. Enfin bon, il ne pourra pas être libéré avant 2053. Il aurait alors 70 ans. Si l'homme a accepté une telle peine, c'est que la condamnation à mort était dans la balance. En acceptant de collaborer avec la justice, il permet d'éviter un procès par lequel on aurait dû démontrer sa culpabilité. En plaidant en amont d'une procédure judiciaire, il permet aussi d'éviter un procès qui est une procédure coûteuse tout en restant en vie. Je me dis également que la famille n'a pas à participer à un tel événement, durant lequel tous les détails auraient été énoncés devant un tribunal. Tout le monde n'est pas disposé à assister à un procès. Tout ce que vous allez découvrir durant l'audience, surtout si vous êtes proche de la victime, il y a de quoi être choqué. Le traumatisme de la mort et de la découverte du corps d'Annie est déjà une épreuve pour la famille. Donc sérieusement, pas besoin d'en rajouter. Il aura fallu 1 an et demi à l'accusé pour reconnaître sa culpabilité. Raymond Clark exprimera ses remords concernant le meurtre. Aujourd'hui, il est en prison à Cheshire. Mais le plus troublant et le plus frustrant dans cette affaire, c'est qu'il éprouve des remords, mais qu'il n'a encore jamais donné de motif pour la mort d'Annie Lee. On ne sait toujours pas pourquoi il a finalement fait ça. Avant de passer à la conclusion, on continue avec notre deuxième affaire. On va rester aux États-Unis et plus précisément à Darlington, en Indiana. Brandy Worley est une jeune femme de 31 ans au moment de notre histoire. Elle est mariée à Jason Worley depuis 2009. Brandy et Jason étaient fiancés depuis 2 ans avant de se marier, donc c'est une relation de longue date. Le couple a 2 enfants, un petit Tyler de 7 ans et une petite Charlie de 3 ans. Tyler est né prématuré de 2 mois et demi, ce qui a occasionné des premières difficultés au sein du couple. À ce moment-là, Brandy et Jason se promettent de tout faire pour que le bonheur de Tyler et des autres enfants passe en priorité. On sait tous que la naissance d'un enfant, ça peut être une épreuve pour un couple. Ici, on a un couple mature qui communique déjà ses intentions à venir. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. La communication en couple, c'est très important, je trouve. C'est parfois même la clé de la réussite pour trouver son équilibre au sein de son couple. Et c'est même la clé en amitié, dans le point de vue scolaire et professionnel aussi. De toute façon, la communication, il n'y a rien de mieux, et je le dirai jamais assez. Mais malheureusement, le couple traverse une mauvaise passe après plusieurs années de mariage. Ils décident de continuer de vivre ensemble dans la même maison pour le bien des enfants, mais ils font chambre à part. Brandy conserve la chambre, tandis que Jason descend au sous-sol pour dormir le soir. Le 17 novembre 2016, un appel est passé auprès du 911, très tôt dans la matinée. Là, une femme se trouve à l'autre bout du fil. Elle n'est pas dans un état normal et elle annonce à son interlocuteur qu'elle a poignardé ses 2 enfants. La maison où elle se trouve est couverte de sang. L'opérateur la questionne, lui demande son adresse, mais l'inconnue est hors de son état normal, à l'autre bout du fil. On la sent fatiguée, un peu absente. Elle indique avoir pris des médicaments et qu'elle est très fatiguée. La jeune femme est sur le point de s'endormir, elle était en train de vaciller à l'autre bout du fil. L'interlocuteur des secours l'incite à ne pas se laisser aller et continue de lui parler. La femme est allongée sur le sol et elle fait de terribles révélations. À ce moment-là, une autre femme prend le téléphone. Il s'agit visiblement de la mère de la femme blessée. L'opérateur demande à cette nouvelle personne de vérifier le bien-être des enfants. La seconde femme s'exécute et se déplace dans la maison. Des hurlements et des pleurs se font entendre dans les secondes qui suivent. La femme essaie de réveiller les enfants, mais ce n'est pas possible. 2 enfants semblent avoir perdu la vie un peu plus tôt. Les secours et la police se rendent sur place rapidement. S'il y a eu tentative de réanimation, la procédure est vaine. Tyler et Charlie sont décédés. Les autorités qui arrivent sur les lieux font face à une terrible scène de crime. Il y a effectivement du sang dans la cuisine où se trouve Brandy, et également dans la chambre de Charlie, où les 2 enfants ont trouvé la mort. Le père de famille ne comprend pas ce qui s'est passé et rejoint le haut de la maison depuis le sous-sol. Jason y dort provisoirement depuis que le couple est en mauvais termes. Il n'a pas entendu sa femme passer à l'acte. Ce sont les cris de sa belle-mère qui vont l'alerter. La grand-mère venait de découvrir les corps meurtris de Tyler et Charlie. Jason a retrouvé sa belle-mère en train de pleurer dans la cuisine. Brandy se trouvait là, elle aussi. La trentenaire aurait alors dit à son mari « Maintenant, tu ne peux pas prendre les enfants ». Cette phrase veut tout simplement tout dire. Comment tu peux en arriver à tuer tes enfants, bordel?
Vous pouvez me chercher tous les arguments possibles, je vous jure, j'ai vraiment du mal avec ça. Il n'y a aucune raison qui puisse t'amener à faire ça. Enfin bref, continuons. Les secours sont arrivés un peu plus tard, à la maison des Worley. Le père de famille a été conduit à l'extérieur. Il ne savait pas encore ce qui s'était passé. Il va l'apprendre par le biais d'une radio portée par l'un des agents de police. Il y a 2 enfants décédés dans la maison. Brandy est prise en charge par une équipe médicale, où elle indique avoir voulu mettre fin à ses jours, mais qu'elle avait raté. Au sujet des enfants, elle dit tout simplement qu'elle ne les voyait pas vivre sans elle. Cette phrase est révélatrice de l'état d'esprit de la meurtrière. Par son geste, elle voulait faire souffrir l'homme qui voulait la quitter. Sa volonté de partir avec les enfants a été la goutte de trop pour elle. Les enfants ne pouvaient pas se méfier de leur mère et n'ont pas eu la possibilité de se défendre pour leur vie. Msakin, qu'ils puissent reposer en paix. Le parcours criminel de Brandy Worley est rapidement retracé. Revenons un peu en arrière. Le 17 novembre 2016, Brandy Worley est sous le choc par rapport à la nouvelle apprise la veille. Son mari veut mettre fin à leur mariage et il souhaite obtenir la garde des enfants du couple. Suite à ça, elle ne le supportera pas et elle va directement poignarder ses 2 enfants. La jeune femme avale par la suite une grande quantité de médicaments et retourne son couteau contre elle dans le but de mettre fin à ses jours. Brandy se poignarde à plusieurs reprises au cou. Elle semble regretter son geste et prend son téléphone. Brandy prend contact avec sa mère dans un premier temps et lui avoue son geste. La mère de la trentenaire est choquée. Elle hurle à sa fille d'appeler les secours, ce que Brandy va faire en raccrochant. L'enquête est ouverte afin de découvrir la vérité. Les problèmes du couple sont rapidement identifiés. Jason va révéler que la journée précédente, il a déposé une demande de divorce. Le couple battait de l'aile depuis un petit moment déjà. Jason soupçonnait sa femme d'infidélité, d'où le fait que les 2 époux faisaient chambre à part. L'homme aurait par ailleurs fait un post sur le forum Reddit afin de se confier sur la situation qu'il vivait. Il fait part du fait que Brandy a eu une aventure avec le voisin de la famille et il hésite à donner un second souffle à son mariage. Des internautes lui ont apporté des conseils, mais cela n'a pas suffi à Jason. Il était temps pour lui de mettre fin à son union avec Brandy. Elle comprendra pourquoi nous allons divorcer, c'est ce qu'il va dire. Le post Reddit qu'on lui attribue a été depuis supprimé. La journée du 16 novembre s'est déroulée normalement, même après que Jason ait fait part de son intention à sa femme. Le couple s'était mis d'accord des années auparavant pour faire passer les enfants avant eux et c'est ce qu'ils comptaient faire. Jason et Brandy conduisent Charlie à un cours de danse et mangent ensemble. Brandy n'encaisse pas la nouvelle aussi bien qu'elle ne laisse paraître. Elle prétexte une course à faire pour un projet scolaire de Tyler. La mère de famille achète un couteau dans un magasin Walmart à proximité de chez elle. Brandy avait visiblement un plan en tête à ce moment-là. Mais est-ce qu'elle envisageait de tuer Jason au lieu de ses enfants au départ? C'est la question qu'on peut se poser. La suite nous révèle qu'elle n'a pas dû réfléchir longtemps et qu'elle prévoyait de s'attaquer à des cibles bien plus faibles. Brandy dissimule le couteau acheté dans la chambre de son fils. Le soir même, Jason joue avec ses enfants après le dîner. Il leur fait prendre le bain et les met au lit avant de leur dire qu'il les aimait. L'homme part se coucher au sous-sol et laisse sa femme. Jason ne se doute pas un seul instant que Brandy a de sombres projets en tête. Brandy attend que Jason soit endormi pour retourner auprès de son fils. Il dort déjà, mais elle le réveille et l'invite à aller dormir dans la chambre de sa sœur. Elle profite du fait que son fils aille retrouver sa sœur pour récupérer le couteau. La mère de famille attaque son fils alors qu'il est arrivé dans la chambre de sa petite sœur. Elle poignarde à plusieurs reprises Tyler. Charlie se réveille et se demande ce qui se passe. Brandy rassure la fillette et encourage Charlie à se rendormir. Quand la trentenaire a eu la certitude que Tyler était mort, elle s'en est pris à sa fille dans son sommeil. C'est après ces faits que Brandy tente de mettre fin à ses jours et qu'elle appelle sa mère puis le 911. Brandy Worley est mise en état d'arrestation et incarcérée sans possibilité de remise en liberté sous caution. L'accusé va plaider non coupable pour son crime en janvier 2017. Un procès doit intervenir en avril de la même année. Le procès qui s'ouvre dans les mois suivants est déchirant. L'enregistrement de l'appel au 911 est diffusé et l'accusée y apparaît froide, bien que diminuée. Elle exprime les faits calmement, déstabilisant son interlocuteur. « Je me suis poignardée et j'ai tué mes 2 enfants », c'est ce qu'elle va dire. Brandy s'étend sur la raison de son geste à ce parfait inconnu. Son mari veut divorcer et prendre ses enfants. Elle ne l'a pas supporté et elle a préféré s'en prendre à eux. L'accusée se montre détachée et n'exprime pas non plus ses remords. Entre-temps, elle a été examinée par un médecin et on lui a diagnostiqué une dépression. Son avocat assure que l'attitude de sa cliente est due à sa maladie. L'accusée plaide au final coupable pour 2 chefs d'accusation de meurtre concernant ses enfants.
La trentenaire n'a pas expliqué son acte et n'a pas voulu s'exprimer face au tribunal. La sentence tombe enfin. Brandy Worley est condamnée à une peine totale de 120 années de prison. 55 années pour le meurtre de son fils et 65 ans pour le meurtre de sa fille. Les deux peines doivent être effectuées consécutivement. La meurtrière passera donc le restant de ses jours en prison pour ses crimes. Par son geste, Brandy n'a pas seulement traumatisé ses proches à vie, elle les a également brisés. Jason Worley se dit satisfait de savoir que son ex-femme sera emprisonnée à vie. Il pense chaque jour à ses enfants, disparus dans de tragiques circonstances. Ainsi se terminent nos deux affaires, et comme vous venez de le voir, elles sont toutes les deux très choquantes. Annie Lee devait se marier et a croisé le chemin d'un homme s'étant révélé être un monstre. Raymond Clark a profité d'être seul pour s'attaquer à elle au sein même du lieu où elle se sentait le plus à sa place, à l'endroit même où elle poursuivait ses études. Même si l'entourage de l'étudiante s'est inquiété tout de suite, il était trop tard. Le meurtrier était déjà en train de nettoyer et dissimuler les traces de son méfait. Il a mis un terme au parcours brillant de cette jeune femme, appréciée du plus grand nombre. Brandy Worley, de son côté, n'a pas accepté que son mari veuille se séparer d'elle. Si le couple avait auparavant vécu des périodes difficiles, cette annonce semblait définitive. L'homme avait également fait part de son envie d'obtenir la garde des enfants. Brandy ne supportait pas cette situation. Elle a préféré commettre l'irréparable, attaquant et tuant ses propres enfants, alors que Jason se trouvait également dans la maison. L'homme avait confiance en elle au sujet de ses enfants. Jamais il n'aurait pu imaginer ce qu'il apprendrait ce fameux matin en se réveillant. J'attends vos avis concernant ces deux affaires en commentaire. J'aimerais aussi vos hypothèses concernant le motif du meurtre d'Annie Lee. Selon vous, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il l'a tué finalement? J'aimerais bien avoir vos avis, qu'on puisse débattre dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.